Dans une petite ville du Nord, un dimanche soir de juillet, Monsieur Henry, jeune industriel de 26 ans qui fabrique du matériel agricole, est occupé dans la cuisine à lire Les Hauts de Hurlevent. Alice, sa femme, vient de monter dans sa chambre. Une tante qui habite la ville vient de quitter la maison après s'être occupée des enfants. Quelques instants plus tard, dans cette petite ville où depuis des lustres, on n'a jamais eu à déplorer le moindre incident, où les gendarmes ont renoncé à trouver un seul contrevenant, où le garde champêtre n'a jamais dressé un procès-verbal, une véritable fusillade retentit, résonnant à l'infini sur les petites maisons de briques rouges éparpillées dans la forêt. L'incroyable dossier que nous propose aujourd'hui Jacques-Antoine commence. Les dossiers extraordinaires. Comme vous allez le voir, chers amis, le personnage principal de ce dossier est une femme. Mais il faut d'abord parler d'Henri D. Un nerveux, des épaules tombantes, mais une grosse tête intelligente sur un corps de gringalet adolescent, il a fait partie sous l'occupation, et malgré son jeune âge, d'un réseau du War Office. Bien qu'il ait dû cesser très tôt ses études, dès qu'il reçut des mains de son père les rênes de la petite entreprise familiale, il s'est révélé être un technicien et un homme d'affaires extraordinaire. En 3 ans, la petite maréchalerie est devenue une usine qui emploie 60 forgerons, fondeurs et mécaniciens. Les usines de la maison D et compagnie sont situées entre la Grande Route et la voie de chemin de fer. Au bout des ateliers se dresse un pavillon donnant sur la rue où Henri D habite avec sa femme Alice et leurs 2 enfants. C'est là que quelques instants après la fusillade, le commissaire Pérard va voir partir l'ambulance qui emmène Alice D, très grièvement blessée. Henri D lui-même, blessé, vient d'enrouler autour de son bras une serviette éponge. Assis dans la cuisine, pâle, presque hagard, il fait au commissaire le récit que voici. J'étais en train de lire vers 1 heure du matin. J'ai entendu des pas dans le jardin et un grincement. Il faut vous dire, monsieur le commissaire, que dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier, j'avais été victime d'une agression au milieu de la nuit alors que j'étais couché. J'avais déjà entendu un bruit de pas. J'étais descendu dans la cour, j'avais essuyé 2 coups de feu de la part d'un homme qui s'était enfui vers la voie de chemin de fer. J'ai donc pensé aussitôt que mon agresseur était revenu. J'ai ouvert la porte donnant sur l'escalier et appelé ma femme. Puis, je suis passé dans mon bureau prendre mon revolver et je suis sorti dans la cour. À peine avais-je mis le pied dehors que je vis dans l'obscurité par 2 fois la flamme d'un revolver. Alors j'ai tiré à mon tour et je pensais que, comme la première fois, mon adversaire allait battre en retraite vers la voie de chemin de fer. Alors je m'avançai. Et au moment où je longeais un des ateliers de l'usine, une nouvelle détonation retentit. Je ressentis un choc au bras. Cette fois, j'étais atteint. Je revins vers la maison. En entrant dans la cuisine, je vis ma femme allongée au pied de l'escalier dans une mare de sang. Une des 2 balles que le bandit avait tirées quand j'étais sorti l'avait atteinte à travers la vitre. C'est affreux. On n'ose pas me le dire, mais je suis sûr que c'est très grave. Le commissaire Pérard regarde le revolver que M. D vient de lui remettre, et il s'adresse à l'un des agents qui l'accompagne. Cherchez les douilles dans la cour, c'est un 7,65. Vous devez trouver aussi celle de l'agresseur. Tandis que les agents, lampe électrique à la main, commencent à inspecter la cour, le commissaire regarde autour de lui. Une énorme flaque de sang au pied de l'escalier, les vitres brisées, l'homme, presque un jeune homme encore, assis à la table de la cuisine effondrée, qui maintient sa serviette éponge autour du bras.
Croyez-vous, demande le commissaire Pérard, que l'agresseur ait voulu vous abattre ainsi que votre femme? Je ne vois pas d'autres explications. Soupçonnez-vous quelqu'un? Non. Vous connaissez-vous des ennemis? Des adversaires peut-être, mais aucun capable d'un acte pareil. Voyons, vous avez été très actif pendant la guerre, malgré votre jeune âge. Vous êtes un résistant admiré dans la région, donc certainement détesté en secret par ceux que vous avez combattus. Pensez-vous qu'il faille chercher dans cette direction? Peut-être. Votre femme a été touchée pendant qu'elle descendait l'escalier, m'avez-vous dit? Oui, je pense. Vous devez vous tromper. Il faudrait plutôt croire qu'elle tournait le dos à la fenêtre, sinon elle aurait été blessée de face, au lieu d'être touchée dans le dos. Votre chien, vous avez entendu le criminel marcher dans la cour. Comment se fait-il que votre chien n'ait pas aboyé? Le jeune homme a un geste vague et désespéré. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est une trop bonne bête. On ne l'entend pour ainsi dire jamais. Le commissaire réfléchit. Il y a peut-être une autre explication. Oui, le chien. Vous connaissez peut-être votre agresseur. Peut-être. Vous ne trouvez pas que c'est un indice important? Si. Bon, allez vite vous faire soigner, votre serviette est pleine de sang. Vous êtes monté à la salle de bain? Non. Alors, où avez-vous pris cette serviette? Je l'avais autour du cou, je suis enrhumé. Le commissaire traverse la cour, demande aux agents de bien noter l'emplacement où il recueille les douilles vides, monte dans sa voiture et s'en va. Oh, il ne va pas loin. Au coin de la rue, une femme en larmes l'arrête. Il baisse la vitre. « Monsieur le commissaire, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Vous savez quelque chose? Oui. Je suis Madame Béguin, la maman d'Alice. J'étais la première avec le docteur à entrer dans la maison. Ma fille m'a dit, avant qu'on l'emmène, « C'est Henri. C'est lui qui a voulu me tuer. » C'est tout ce qu'elle vous a dit? Non. Elle m'a dit aussi qu'Henri l'avait appelée pour qu'elle descende dans la cuisine en lui disant « Viens, quelqu'un te demande. » Le docteur l'a entendu aussi? Oui. Vous allez voir, chers amis, qu'à partir de cet instant, le personnage le plus important de ce dossier extraordinaire va devenir Alice, la femme d'Henri D. Car si vraiment elle confirme avoir entendu son mari l'appeler en ces termes, « Viens, quelqu'un te demande », alors que personne, de toute évidence, ne l'a demandé, c'est qu'il a voulu, en effet, la faire descendre pour la tuer. Malheureusement, le lendemain, lorsque le commissaire Pérard se rend à l'hôpital auprès d'Alice, celle-ci est hors d'état de répondre à ses questions. La balle qui l'a frappée est dangereusement placée à quelques millimètres du cœur, et l'on craint qu'elle n'ait sectionné la moelle épinière. Mais le commissaire reçoit la déposition du médecin qui croit avoir lui aussi entendu Alice accuser son mari. Par contre, l'examen de la blessure d'Henri D. confirme sa version de l'attentat. La balle a été tirée à une certaine distance et avec un autre revolver, également à 7,65. C'est alors que le commissaire trouve un mobile qui aurait pu pousser ce jeune homme brillant à vouloir tuer sa femme. M. Henri D. a épousé Alice il y a 5 ans. Ils se connaissaient depuis l'enfance et s'aimaient bien. Peut-être même se connaissait-il trop, car, très vite, le mari a semblé se détacher de cette femme jolie, parfaite, mais peut-être trop austère. Et le commissaire Pérard demande à entendre une jeune fille. Elle arrive, blonde, frêle, fraîche, mais insignifiante. Le commissaire se surprend à avoir en quelque sorte un sentiment de refus. Non, cet homme si jeune encore, si brillant, ne peut pas avoir tout détruit pour cette fille-là. Henri D. a connu la jeune fille au cours d'un voyage à Lille, il y a quelques mois. Elle avait 17 ans et demi. Il a tout de suite éprouvé pour elle une sorte de sympathie inavouée. Elle habite près de chez lui. Chaque jour, il trouve un nouveau prétexte pour la rencontrer. La jeune fille, vaguement effrayée, se défend d'éprouver pour lui autre chose qu'une certaine admiration. Mais cela suffit à Henri D. qui, peut-être trop vieux pour son âge, aime avec une sorte de maladresse ridicule. La jeune fille est devenue sa secrétaire, mais il n'y a jamais eu entre l'adolescente et l'industriel autre chose que des serrements de main et des demi-aveux. D'ailleurs,
La jeune fille, en pleurant, propose au commissaire Pérard de se soumettre à un examen médical pour établir sa bonne foi. Le commissaire Pérard, embarrassé, regarde la gosse. Est-il utile de lui affliger ça? Non. Non, elle dit sûrement vrai. Le commissaire Pérard convoque alors le père d'Henri D. Celui-ci apparaît d'emblée comme le chef de la famille. Certes, son fils a réussi à transformer en 3 ans son petit fonds de maréchal Ferrand en une usine importante, mais il n'en est pas moins resté le propriétaire de la majorité des actions. Monsieur D, vous connaissez la grave accusation que votre belle-fille a portée contre votre fils avant qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui, mais c'est absurde. C'est peut-être absurde, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que vous savez des projets de votre fils. Ne voulait-il pas refaire sa vie avec une jeune fille? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que sa femme et vous-même, vous vous êtes aperçus il y a environ 1 mois qu'il éprouvait une passion pour cette jeune fille, que vous avez essayé de lui faire entendre raison, mais que votre fils n'a rien voulu savoir. Mais allons donc, à cet âge, cette passion serait passée comme tout le reste. Vous savez très bien, monsieur, que votre fils, à peine sorti de l'adolescence, peut avoir éprouvé un sentiment d'autant plus violent que son désir n'était pas satisfait. Soit, ce n'est pas une raison pour tuer sa femme. Le divorce n'est pas fait pour les chiens. Vous dites ça maintenant, mais ce n'est pas ce que vous lui avez dit il y a 1 mois. Vous étiez très hostile à un divorce. Vous avez même laissé entendre que vous lui retireriez la direction de l'usine s'il quittait sa femme. Bon, il savait très bien que je ne l'aurais pas fait. Oui, mais il savait aussi très bien que sa femme aurait refusé le divorce. Il savait très bien aussi que si elle avait accepté, il lui fallait partager avec elle. C'était la fin de l'entreprise, car dans une affaire en expansion, on a besoin de tout le capital. Mais monsieur le commissaire, vous semblez le tenir définitivement pour coupable. Enfin, vous ne croyez pas qu'il peut s'agir d'un attentat? Si c'était un attentat, pourquoi sa femme l'aurait-elle accusé? Je vais vous le dire, monsieur le commissaire. Parce qu'hier matin, sa femme a trouvé une lettre de mon fils à cette jeune fille. Elle était folle de rage. Et je suis sûr que cette nuit, c'est par vengeance qu'elle l'a accusé. Mais tandis que le vieil homme s'en va, le commissaire Pérard pense qu'il connaît enfin la vérité. Vers 21h, le 12 juillet, donc le lendemain du crime, le commissaire Pérard fait extraire Henri de l'hôpital où il est soigné pour le recevoir à la brigade mobile. Dès que je suis entré dans votre cuisine, dit le commissaire, plusieurs détails m'ont frappé. Cette serviette éponge que vous aviez autour du cou, soi-disant pour un rhume, au mois de juillet. Le chien, qui n'a pas aboyé. Cette fenêtre, à travers laquelle le meurtrier avait tiré, qui avait été débarrassé de tout ce qui pouvait l'obstruer. À ceci, il s'ajoute d'autres détails. Personne n'a entendu de voiture cette nuit-là. Le meurtrier serait donc venu à pied. Ne trouvez-vous pas que ce serait très imprudent de la part d'un homme qui a déjà échoué il y a 1 mois dans une première tentative de meurtre? Henri, les épaules ployées, paraît hagard, décontenancé. D'une voix blanche, il demande au commissaire où il veut en venir. Vous allez le savoir. Ce matin, on a fini de ramasser toutes les douilles vides dans votre jardin. 10, très exactement. Toutes sont du même calibre. Mais l'examen montre que 8 ont été tirées avec le revolver que vous m'avez donné, et 2 avec un autre revolver. Or, ces 2 dernières auraient dû se trouver l'une devant la fenêtre à travers laquelle votre femme a été atteinte, l'autre à proximité de l'atelier où vous avez été blessé au bras. Or, toutes les 2 se trouvaient au milieu de la cour, à des endroits d'où on ne pouvait ni tirer dans la fenêtre, ni vous atteindre là où vous prétendez avoir été blessé. Henri se dresse sur sa chaise. Et alors? Et alors?
Alors c'est avec le revolver que vous m'avez donné que l'on a tiré sur votre femme. Donc, c'est vous? Vous pensez sans doute, chers amis, bon, eh bien, voilà une affaire réglée. Il n'y a pas du tout. Je vous l'ai dit, le personnage principal dans cette affaire, c'est Alice. En attendant que ce personnage prenne toute son importance, voici les aveux qu'Henri passe au commissaire Pérard cette nuit-là. J'avais tout préparé pour faire croire à un meurtre commis par un cambrioleur. J'avais même coupé avec des cisailles la clôture de barbelés qui entoure l'usine. Ma femme était montée se coucher vers 10 heures. J'étais resté à la cuisine, faisant semblant de lire. À 1 heure du matin, je me levai et ouvris la porte donnant sur l'escalier. « Alice !» criai-je. « Viens vite! Quelqu'un me demande !» Je crois que ma voix tremblait un peu, mais ma femme ne se méfiait pas. Je m'étais efforcé de parler sur un ton d'affolement pour qu'elle vienne rapidement. Je ne voulais pas que la scène traîne en longueur, je n'aurais pas été capable de tirer. J'entends ma femme descendre l'escalier. J'avais 2 revolvers sur moi. Je sortis rapidement et j'allais m'agenouiller devant la fenêtre. Bientôt, Alice apparut. Mon plan était de tirer dès que je l'apercevrais. Pourtant, j'hésitais. Ma femme fit le tour de la pièce comme étonnée de ne pas m'y voir. J'avais pris soin avant d'écarter les rideaux. Je pouvais voir le moindre de ses gestes. Au bout de quelques secondes, constatant que j'avais disparu, elle se dirigea vers l'escalier pour remonter dans sa chambre. Alors je levai mon revolver et fis feu à 2 reprises à travers la vitre, et ma femme s'effondra. Après, je me dirigeai vers le centre de la cour et tirai plusieurs autres balles, dont 2 avec mon second revolver. Ensuite, j'entrai dans le hangar où j'avais monté la machine qui devait me permettre de me blesser sans que personne ne trouve la plaie suspecte. Je fis fonctionner l'engin. Le résultat fut celui que j'escomptais. Une balle me traversa le bras. Ma femme, cependant, n'était pas morte. Je l'entendais hurler. J'avais manqué mon coup. Je revins vers la cuisine, fou d'angoisse et déjà de remords. À ce moment-là, nos 2 enfants s'étaient levés. Ils étaient accourus vers leur mère. Entre parenthèses, chers amis, un journaliste fait remarquer à l'époque que si ses enfants n'avaient pas été là, l'industriel aurait peut-être achevé sa femme. J'étais affolé, continua Henri D. Tout mon plan s'écroulait. Je fus tout près de me suicider, mais je n'en ai pas eu le courage. Une tâche s'imposait, il fallait faire disparaître mon second revolver. Alors, sous prétexte d'aller chercher mon père qui habite à l'autre extrémité du bourg, je sortis de la maison et cachai l'arme dans un fossé le long de la route. Voilà le récit, finalement lamentable, de ce lamentable crime parfait. C'est alors qu'Alice devient le personnage fascinant qui justifie que nous ayons choisi ce dossier extraordinaire parmi tant d'autres. Le lendemain, le commissaire Pérard va rendre visite à la malheureuse Alice dont l'état s'est amélioré. Mais la jeune femme adopte une attitude inattendue. Elle déclare que son mari a simplement prononcé cette phrase « Viens vite, il y a quelqu'un ». Pour le reste, elle prétend ne rien savoir, puisqu'elle n'est pas sortie dans la cour, elle n'a pas pu voir l'homme qui a tiré sur elle. De son côté, Henri D. se rétracte. Il prétend, devant le juge d'instruction, qu'il n'a avoué que pour mettre fin au supplice que lui infligeaient les policiers. Lorsque le juge d'instruction entend à nouveau Alice D., elle admet qu'elle a cru entendre son mari prononcer les mots « Viens vite, quelqu'un te demande », mais elle n'est absolument pas catégorique à ce sujet. D'ailleurs, elle ne veut pas s'expliquer sur les confidences qu'elle a faites au docteur et à sa mère. Enfin, elle déclare que tout était fini entre elle et son mari depuis plusieurs semaines. Ces déclarations sont évidemment sujettes à caution. Ignorant encore que son mari a été écroué, que de nombreuses charges pèsent sur lui plutôt que de l'envoyer en prison et déshonorer un nom que porteront plus tard ses enfants, sans doute a-t-elle choisi le pardon. Mais ce n'est pas fini. Lorsque s'ouvre, 2 ans plus tard, le procès d'Henri D. devant les jurés du Nord, on roule dans un fauteuil d'infirme jusqu'à la barre des témoins, Alice, définitivement paralysée, des membres inférieurs. Étayée de coussins, assistée d'une infirmière qui lui fait respirer des sels, Alice, après avoir suffoqué sous le poids d'une insupportable émotion, promet de parler sans haine et sans crainte.
Mais peut-elle parler sans haine? Car depuis 2 ans, il s'est passé bien des choses. Et la balle qui l'a blessée n'est pas extraite. Elle est toujours dangereusement placée, à quelques millimètres du cœur. Alors Alice est devenue maintenant la principale accusatrice. Elle dit: mon cœur qui battait pour lui bat maintenant avec sa balle. À chaque mouvement que je fais, je la sens. Là. Pour le juge, il faut des faits. A-t-elle vu quelque chose? Non. Son mari, dans la nuit, l'a appelée. Descends vite. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Elle s'est levée, est descendue dans la cuisine, illuminée comme la baraque d'un tir-forain. Elle a ouvert la porte, interrogé la nuit. Ne voyant rien, elle s'apprêtait à remonter chez elle, quand une balle l'atteignit dans le dos. Son mari s'est penché sur elle et lui a dit: j'ai été fou, je n'aurais pas dû faire ça. Cette fois encore, son témoignage n'est-il pas sujet à caution? N'est-ce pas la rancune d'une femme trompée ou sur le point de l'être qui l'a fait parler? N'est-ce pas la juste amertume d'une femme aujourd'hui réduite à la misère, car sa belle famille l'a complètement abandonnée, qui la pousse à se venger? L'insistance qu'elle met à parler de ce flirt si banal, si commun de son mari avec sa secrétaire, l'âpreté avec laquelle elle dénonce la méchanceté de son mari, de sa belle-sœur, de son beau-père, tout en elle montre une femme animée par le désir de vengeance. Si Henri avait imploré son pardon, si ses parents avaient imité sa conduite, la justice n'aurait rien connu de ce témoignage-là. Elle aurait fait front comme toute la famille pour sauver Henri. Seulement ils ne l'ont pas fait. Henri n'a pas eu un mot de regret, et même encore, là, aujourd'hui, il regarde déposer sa femme avec un calme prodigieux et sans émotion. Un défenseur reproche à Madame D d'avoir reçu de l'argent des journalistes et laissé publier des articles qui accusent son mari. C'est vrai, dit-elle. Infirme pour la vie, abandonné les miens, mère de 2 jeunes enfants, vivant de la charité de mes amis, j'ai accepté la proposition d'un hebdomadaire de monnayer mon pauvre roman. Cela a payé le fauteuil roulant où je suis désormais condamné à vivre. Alors, la défense s'abstient de poser d'autres questions à ce témoin hors série, préférant répondre aux preuves accumulées par le commissaire Perrard, lui-même accusé par Henri D d'avoir estorqué ses aveux par la force. Nous n'avions pas besoin de ses aveux pour l'embarquer, dit le commissaire. Et nous l'avons interrogé, comme nous interrogeons souvent les personnes dont la culpabilité ne fait pour nous aucun doute. C'est laisser entendre beaucoup de choses en peu de mots. Mais il est vrai que la culpabilité d'Henri fait peu de doute. Aussi, lorsque le procureur général se lève, c'est pour réclamer la peine de mort. Alice, de son fauteuil, hurle: « Henri, je n'ai pas voulu cela !» Et la malheureuse supplie les jurés d'être cléments, au moins pour ses enfants. Les jurés ne seront pas cléments. Henri est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce n'est pas logique, dit à ses avocats Henri D, plein de sang-froid. Si on me croyait coupable, il fallait me condamner à mort. 15 millions d'anciens francs sont alloués à Madame D, qu'elle ne touchera probablement jamais. L'usine est en liquidation. Les 60 ouvriers sont à la rue. Les dossiers extraordinaires.